14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle a quand même été massacrée, puisque la fin de sa vie, c'est quand même d'avoir reçu 16 coups de couteau dans la tête. Inutile de vous dire que les parents, lorsqu'ils ont découvert la scène et leur fille, la tête explosée, la réaction qu'ils ont pu avoir. Bonjour, Caroline Pierson était sourde et muette. Depuis l'enfance, elle ne s'exprimait que dans le langage des signes ou par de petites notes écrites. En 2016, elle a été sauvagement tuée dans son appartement. Un crime sans témoin, sans bruit et au mobile incertain. Son meurtrier présumé, Gérald Descamps, est lui aussi sourd et muet. Le 19 novembre 2020, il a été jugé coupable et condamné à 20 ans de prison pour avoir volontairement ôté la vie de Caroline. Il a toujours nié, expliquant sans prononcer un mot lors des interrogatoires puis lors du procès qu'il n'était pas l'auteur du crime, même si le meurtrier appartient bel et bien, c'est la certitude des enquêteurs, à la communauté des sourds-muets. Un monde du silence qui va être exploré pendant des mois par les policiers. Caroline Pierson, une femme de 47 ans, y comptait la plupart de ses amis et quelques amants. Gérald Descamps se dit innocent. Il doit être rejugé à partir du 22 novembre 2021 devant la cour d'assises. A-t-il vraiment tué Caroline, victime d'une erreur judiciaire ou pur menteur dans ce monde de signes? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Pierson. Cette femme sourde et muette a toujours mené une existence discrète. On ne lui connaissait pas d'ennemis jusqu'à ce qu'on la retrouve massacrée dans son appartement. Ce samedi 31 décembre 2016, à 15h50, les policiers du commissariat de Saint-Quentin dans l'Aisne sont appelés après la découverte d'une femme retrouvée morte dans son appartement au 18 de la rue Boileau, une résidence du quartier Europe. La victime s'appelle Caroline Pierson, 47 ans, sourde et muette depuis la naissance. C'est son père, Jacques Pierson, qui a découvert le drame. Il avait pour habitude de dialoguer par SMS avec sa fille. Il a reçu le dernier, le 28 décembre, puis plus rien. Il s'est donc inquiété. En pénétrant dans l'appartement, il a aperçu de nombreuses traces de sang sur les murs du salon. Il a trouvé Caroline inanimée sur le sol à l'entrée de la salle de bain. La victime gisait ici sur un drap blanc vêtu d'un legging et d'un soutien-gorge, la tête en partie recouverte d'un sac poubelle. Il y a beaucoup de sang sur les murs et sur les coussins du canapé. Le légiste note 16 plaies distinctes et profondes, des coups portés par un instrument tranchant au visage et au crâne de la malheureuse, comme s'il s'était tout simplement agi de la défigurer. L'arme du crime est introuvable. Une hémorragie cérébrale aurait provoqué le décès, qui serait intervenu la veille au soir, 30 décembre. Les policiers notent que l'appartement n'est pas en désordre, à l'exception de la chambre à coucher. Ici, une armoire est ouverte, elle a été fouillée. Le sac à main de Caroline Pierson, son trousseau de clés, son téléphone portable et sa carte de crédit ont disparu. Qui en voulait à ce point à Caroline Pierson au point de s'acharner sur elle? Son père, Jacques, était en relation constante avec sa fille. Il l'avait vue lors des fêtes de Noël. Elle n'avait évoqué aucun problème particulier, aucune menace. Elle était égale à elle-même. Malgré son handicap, Caroline était totalement autonome. Elle avait longtemps travaillé comme agent d'entretien dans des organismes publics et des sociétés privées, avant de mettre récemment sa vie professionnelle entre parenthèses. La victime était une figure bien connue de la communauté des sourds-muets. Elle comptait dans ce monde l'essentiel de ses relations, de ses amis et des hommes qui avaient traversé sa vie. Laurence, sa sœur, précise ainsi que Caroline fréquentait depuis 4 ans un autre malentendant, Patrick D. Un homme qui n'avait jamais été violent à son égard. Patrick devait même la rejoindre chez elle le 30 décembre au soir pour passer ensemble le dernier week-end de l'année. Patrick D, 52 ans, pourrait donc être la dernière personne à avoir vu vivante Caroline Pierson. Un détail intrigue les policiers. L'étude de la téléphonie laisse penser que l'homme a coupé son portable la nuit du crime. L'ami de Caroline vit d'ordinaire à Lille. Il venait la voir à Saint-Quentin tous les week-ends, mais c'est à Mer-les-Bains, une station balnéaire de la Somme, qu'il est finalement localisé. Il s'est rendu chez un couple d'amis qui l'ont vu débouler le 31 décembre vers midi, lendemain du crime, donc sans bagage. Patrick leur a confié qu'il s'était disputé avec Caroline, une femme avec qui il formait des projets de mariage et de vie commune.
Elle venait de le quitter pour un autre homme. Le samedi 31 décembre 2016, puis le dimanche 1er janvier 2017, Patrick demeure prostré dans un état de grande nervosité. Il est interpellé le 2 janvier. Il dit avoir vu Caroline pour la dernière fois le 26 décembre. Le 30, Caroline lui aurait signifié par SMS qu'elle le quittait. Il avait dormi chez son père, puis serait parti à Mer-les-Bains le lendemain. La garde à vue est finalement levée. Le 5 janvier 2017, une enquête pour homicide volontaire et vol est ouverte. La piste des retraits bancaires va écarter le fiancé de la liste des suspects pour mettre en lumière d'autres hommes qui connaissent la victime. Caroline Pierson a-t-elle été victime d'un homme qui en voulait à son argent ? Le fait est que sa carte bancaire a été utilisée à plusieurs reprises après le crime. Dans les heures suivant le meurtre, vendredi 30 décembre, un retrait de 2 900 € est refusé à la caisse d'épargne de la rue Kennedy à Saint-Quentin. 900 € sont toutefois retirés. Le 3 janvier au matin, des retraits successifs de 1 400 et 40 € sont effectués dans divers établissements. Le 6 janvier, la fameuse carte est avalée au distributeur de la caisse d'épargne du boulevard Alexandre Dumas. La vidéosurveillance fait apparaître lors d'un retrait la présence d'une silhouette masculine non identifiable, ainsi que celle d'un scooter avec un carénage rayé de blanc et de noir, un 2 roues TNT Motor largement présent dans cette petite ville de l'Aisne. Il a été diffusé à pas moins d'une 50aine d'exemplaires. Aucune trace d'effraction sur la porte de l'appartement. Caroline Pierson a de toute évidence ouvert à un homme qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. La liste de ses amis masculins, qui ont parfois été ses amants au fil des années, est passée en revue, notamment un petit groupe de surmuets, Didier, Laurent, Nicolas et David, qui échangent régulièrement des SMS avec elle. L'un d'entre eux, Laurent, intéresse particulièrement les enquêteurs. La veille du drame, 29 décembre, il a échangé 6 SMS avec Caroline et 8 le lendemain. Il était à Saint-Quentin et n'a plus échangé aucun message à partir du 30 décembre en fin d'après-midi. Le numéro de téléphone d'un deuxième homme revient également dans les relevés, un certain Gérald Descamps, 46 ans. Dans les années 80, il était interne au centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras, établissement fréquenté par Caroline Pierson. Il a la réputation d'être un coureur invétéré de jupons. La police relève que Descamps a déjà un passé judiciaire chargé. Il a été condamné pour violence sur son ex-femme qui était enceinte. Caroline n'avait a priori pas de relation suivie avec cet homme. 4 mois avant le drame, elle l'a même supprimé de sa liste d'amis sur Facebook. Sur l'ordinateur de la victime, les policiers retrouvent toutefois une photo de Gérald Descamps, ainsi qu'un article d'un journal local relatant sa condamnation à Saint-Quentin pour violence sur son ex-femme. Descamps figure encore sur une vidéo datant du Nouvel An 2009, sur laquelle il danse avec Caroline en lui posant les mains sur les fesses. Le sourd-muet est propriétaire d'un scooter qui pourrait correspondre au modèle figurant sur les images de vidéosurveillance. Descamps se serait-il montré trop pressant avec Caroline, qui semble-t-il s'en méfier et le tenait à distance. Dans l'attente d'autres expertises, notamment celle de l'ADN, l'intéressé est convoqué au commissariat. Il dément calmement toute agression. Il n'a rien à voir avec ce crime. Après quelques heures d'interrogatoire, il est relâché. Aucune charge ne pèse sur lui. 2 hommes vont finalement retenir l'attention des enquêteurs et en premier lieu Gérald Descamps, désigné comme un témoin de premier ordre, voire un suspect par les expertises ADN. Le 19 janvier 2017 au matin, Gérald Descamps est interpellé chez lui. Son appartement est perquisitionné. On le conduit ensuite sur son lieu de travail, l'usine d'emballage de carton Ondulis à Rouvroy-Morcourt. Le but de ce déplacement, sous bonne escorte, est de constater avec quels outils le manutentionnaire travaille, savoir si un instrument acéré de l'atelier aurait pu servir à trucider Caroline Pierson. Rien de probant n'est retrouvé. Descamps est placé en garde à vue. Il dément avoir approché récemment Caroline. Quand les policiers lui apprennent que son ADN figure sur la carte bancaire de la victime, avalée par un distributeur, le témoin change de version. Il dit l'avoir revue chez elle le 12 ou le 13 décembre. Il venait lui-même de recevoir une nouvelle carte bancaire et l'avait comparée à celle de Caroline en la prenant en main, ce qui expliquerait une trace ADN. Les policiers sont persuadés que Gérald
Gérald Descamps, addictif au jeu d'argent et placé pour cette raison sous curatelle, aurait extorqué la carte bancaire de la victime pour pouvoir assouvir sa passion du jeu. Il dément farouchement. Il n'a jamais rien volé à Caroline, n'est jamais rentré dans sa chambre ni dans sa salle de bain. On ne le croit pas. Il est mis en examen pour meurtre et placé en détention. 9 mois plus tard, 4 octobre 2017, c'est au tour du sourd-muet Laurent C. d'être placé en garde à vue. Son sperme a été retrouvé sur le devant et à l'intérieur de la culotte que portait la victime ainsi que sur son soutien-gorge. Laurent C. indique qu'il avait des relations sexuelles régulières avec Caroline. Ils étaient amants depuis 1995. Il a couché avec elle le matin du 30 décembre, le jour de sa mort. À partir de la fin de l'après-midi, il ne l'a pourtant plus contactée alors qu'il ne cessait de l'abreuver de SMS. Il ne lui a même pas souhaité la bonne année, le 31, alors que la nouvelle du meurtre n'avait pas encore circulé. Un comportement troublant qui voit l'intéresser un placement en détention provisoire qui va durer 18 mois. Laurent C. sera finalement libéré et fera l'objet d'un non-lieu, laissant Gérald Descamps seul face à l'accusation de meurtre. Gérald Descamps, homme violent et qui était en constante recherche d'argent selon les enquêteurs pour assouvir sa passion du jeu, reste donc le suspect numéro 1. La juge approuve et il va être renvoyé aux assises. Ce jeudi 12 novembre 2020, Gérald Descamps, visage robuste, cheveux taillés en brosse, sourcils noirs et broussailleux, fait son entrée dans la cour d'assises de l'Aisne à Long. 4 interprètes en langue des signes ont été désignés pour se relayer lors des débats. Les interrogatoires de l'accusé, comme ceux des témoins, tous sourds-muets, sont fastidieux. En pleine pandémie, les masques des uns et des autres sont brièvement ôtés pour permettre aux interprètes de lire sur les lèvres. L'avocat de la famille Pierson estime que Descamps n'a cessé de s'adapter aux questions des enquêteurs et de la juge d'instruction. Il n'a ainsi pas reconnu tout de suite une relation sexuelle avec la victime la veille de sa mort. Lui qui affirmait dans un premier temps n'avoir pas franchi le seuil de l'appartement, y est donc bel et bien passé. On retrouve son empreinte ADN sur un plaid recouvrant le canapé et sur une cuillère à café. Ces empreintes ne sont toutefois pas détectées sur le corps et dans la chambre, sur la fameuse carte bancaire sur laquelle figure son ADN. Descamps précise désormais, le sac de Caroline était posé sur la table et en passant il est tombé. J'ai aidé Caroline à tout ramasser. Lors des 5 jours de procès, Gérald Descamps est incapable de livrer son emploi du temps précis le soir du meurtre. Il dit être sorti de chez lui vers 13h30 pour aller faire un tiercé. Il a bu quelques whisky. Il est rentré vers 18h30 et s'est écroulé sur son canapé. Il n'a pas d'alibi. Le fait que son téléphone borne boulevard Kennedy vers 23h16 dans le secteur où la carte bancaire de la victime a été utilisée emporte la conviction des jurés. Le 18 novembre, Gérald Descamps est condamné à 20 ans de prison. L'avocat général avait requis 25 ans. La défense de Gérald Descamps estime que trop de pistes ont été laissées en friche ou trop rapidement bouclées pour ne présenter au final qu'un accusé taillé sur mesure, même si celui-ci nie depuis le début avec constance le meurtre. Le lundi 22 novembre 2021, Gérald Descamps, 50 ans, est attendu devant la cour d'assises d'appel de la Somme, à Amiens. Ce sourd-muet, manutentionnaire dans une usine de cartonnage de laine, accablé lors du premier procès, joue ici son avenir judiciaire. Confronté à son attitude changeante à propos de ses rapports exacts avec la victime et les trous de son emploi du temps, Gérald Descamps avait été accablé par l'accusation. Sa défense compte bien démontrer la faiblesse des indices et l'absence de preuves recueillies lors de l'enquête. Une défense qui attend davantage des auditions des témoins lors du premier procès. Patrick D, qui formait des projets de mariage avec Caroline, n'avait jamais vraiment répondu aux questions de la cour d'assises, au point de faire enrager le président. Quant à Laurent C, un temps soupçonné du crime, resté en détention pendant 18 mois, il s'était embrouillé dans ses explications. La clarté sera-t-elle ce coup-ci au rendez-vous ? La défense de Gérald Descamps va devoir à nouveau se faufiler dans l'univers où vivait Caroline Pierson, un petit monde pétri de jalousie et d'infidélités diverses pour peut-être faire germer dans l'esprit des jurés le doute suffisant qui pourrait conduire à un acquittement. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.